François Vérove, c'était un homme tourmenté, qui psychologiquement n'allait pas bien. Bon, on se posait quand même des questions, mais de là à penser un seul instant que je serrais la main de quelqu'un qui potentiellement venait de tuer quelqu'un, aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos. Bonjour, le 29 septembre 2021, l'un des plus célèbres criminels français, le Grêlé, mettait fin à ses jours, emportant dans sa tombe les secrets de ses crimes. La justice, qui le traquait depuis plus de 30 ans, venait enfin de mettre un nom et un visage sur cet homme insaisissable, François Vérove. 59 ans, paisible retraité de la police et de la gendarmerie, marié, 2 enfants. Identification d'un meurtrier et d'un violeur en série, mais pas la fin de l'histoire, tout au contraire. Le début d'une longue enquête destinée à cerner le personnage, à essayer de comprendre son fonctionnement, à savoir comment, pendant toutes ces années, François Vérove a pu se dédoubler au point que ses proches, ses intimes, ont découvert ce double maléfique dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Que révèlent ces 2 années d'investigation sur ce criminel ? Eh bien, beaucoup de surprises qui apparaissent dans la toute nouvelle version du livre Le Grêlé, le tueur était un flic, aux éditions Point Seuil, livre signé Patricia Touranchot. Elle est aujourd'hui notre invitée. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire du Grêlé, un violeur et meurtrier ultra-violent qui a sévi à Paris entre 1986 et 1994. Au moins 5 victimes, sans doute plus, impossible à identifier, jusqu'au premier jour de l'automne 2021, où une juge relance l'enquête avec des convocations. Lundi 27 septembre 2021, autour de 18h, François Vérove, 59 ans, enfourche son vélo électrique et quitte sa villa du quartier des Goélands à la Grand-Motte, dans l'Hérault. Il habite dans le coin depuis la fin des années 90. Ses 2 enfants ont grandi ici et son épouse, avec laquelle il s'est marié en 1985, vit avec lui. Tout le monde connaît cet ancien gendarme et ancien policier motocycliste qui boite légèrement depuis un accident. Homme discret, figure du quartier, toujours prêt à rendre service. Il m'a dit « Bisous, au revoir ma chérie ». Va se souvenir son épouse. Le mari indique qu'il va accueillir des locataires dans le studio de bord de mer que possède le couple. À 19h30, il n'est toujours pas rentré. Le lendemain, l'épouse signale la disparition aux gendarmes. Mercredi 29, son fils s'aperçoit que son père a discrètement réservé un appartement au Gros du Roi. Dans le département voisin du Gard, les gendarmes y découvrent le corps sans vie de François Vérove. Il a avalé une dose massive de médicaments. Sur la hotte de la cuisine, il y a ce mot et sa carte d'identité. Mon nom est François Vérove, je viens de me suicider. En cas de coma, ne pas tenter de me réanimer, merci. Dans une lettre de 2 pages destinée à son épouse, Vérove écrit « Ma chérie, tu m'as connu en 1984, jeune gendarme. Tu avais pu déceler quelques difficultés que je cachais. En fait, je traînais une rage folle qui a fait de moi un criminel. Par période, je n'en pouvais plus et il fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. Aucune allusion au Grêlé et à ses crimes, mais dans les heures qui suivent, l'ADN du suicidé, séquence XY 16 17 16 17 7 9 3, ne laisse plus de place au doute. Vérove est bien le Grêlé, l'homme qui a au moins tué 3 fois et que la police recherche depuis la fin des années 80. Jusqu'au bout, François Vérove n'aura rien fait paraître de son passé. Gendarme le jour, mais assassin de l'ombre, qui le 5 mai 1986 viole et étrangle la petite Cécile Bloch au 3e sous-sol d'un immeuble parisien. Suivront un couple martyrisé de façon sadique et exécuté, une adolescente de 14 ans violée à Paris, une petite fille de 8 ans kidnappée et abusée dans la banlieue de la capitale. Le Grêlé, dont le portrait robot s'affiche dans les commissariats, est de groupe sanguin A positif et se présente souvent avec une carte tricolore de police ou de gendarmerie. Un fantôme qui fait cauchemarder les policiers de la crime. Le vendredi 24 septembre 2021, la juge parisienne Nathalie Turquet, qui a repris l'affaire en 2014, tente un dernier coup. Elle ordonne des prélèvements ADN pour tous les ex-gendarmes ou policiers en poste en région parisienne entre 86 et 94. François Vérove est convoqué. Au téléphone, il ne tremble pas, prend poliment rendez-vous pour le 29 septembre. Il a raccroché
et m'a dit que c'était pour une vieille affaire, va raconter l'épouse à la juge Turquet. Il n'y a pas eu chez lui de changement d'attitude. Quelques minutes après, on a décidé de partir faire une balade le long de la mer. Comme d'habitude, aucun changement. L'épouse de François Vérove découvre un homme qui lui est totalement étranger. J'ai le ciel qui me tombe sur la tête. J'ai vécu 36 ans avec un gars. Même les enfants ont dit « Papa, il a deux facettes, c'est deux individus. » Devant la juge, l'épouse refait le film d'une vie. Dans sa lettre d'adieu posthume, son mari écrit « Je ne pouvais effacer le passé. Après plus de 30 ans, le système judiciaire m'a rattrapé. Afin d'éviter un procès qui aura des conséquences pour vous, j'ai pris la décision de partir. Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait à ma famille ainsi qu'aux familles des victimes. Je ne sollicite aucun pardon parce que tout ceci est impardonnable. François Vérove conclut « Je vous aime plus que tout au monde et déteste ce criminel que j'ai été. » Voilà donc pour les adieux du grêlé. François Vérove, recherché depuis plus de 30 ans, et ce constat vertigineux, déconcertant, celui d'un homme coupé en deux, le père de famille qui était aussi un criminel. L'enquête continue et les découvertes de la juge vont se multiplier, des détails intimes, privés, inédits vont apparaître, on va en parler évidemment dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Patricia Touranchot. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires criminelles et réalisatrice, et puis auteur de ce livre qui fait aujourd'hui autorité, Le Grêlé, le tueur était un flic, en version poche aux éditions Point Seuil. Alors, ce livre, il est déjà sorti, mais là, il y a une nouvelle édition qui sort et qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une édition augmentée, actualisée, et il y a tout, effectivement, sur l'enquête après la mort du Grêlé. Alors, un mot tout de suite sur le grêlé, juste pour le situer, 1986-1994, Oui. Personnage hors norme, et la brigade criminelle ne pense qu'à lui. Mais oui, ils l'ont traqué depuis 1986, la brigade criminelle, ce type-là. Et les recherches se sont poursuivies quand même pendant 35 ans. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un tueur en série totalement hors norme en France. Voilà, il traquait non seulement un type éclectique au mode opératoire différent, qui s'attaquait à des victimes totalement différentes. Ça pouvait être des petites filles qu'il tuait, d'autres petites filles qu'il violait sans les tuer. Ça pouvait être des adultes, un couple d'adultes assassinés. Incompréhensible, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil. Voilà, il rusait, par exemple, il y a 2 crimes de petites filles au début très sauvages. Ensuite, il aborde des adolescentes, des jeunes filles, dont certaines vont être violées, avec une carte tricolore. Donc voilà, les modes opératoires sont différents. Donc ce type est malin. Il a aussi des techniques particulières. Et puis, ce que la brigade criminelle, obsédée par ce type, ignorait totalement, c'est évidemment qu'il était gendarme et ensuite devenu policier comme eux. C'est ça. Et ça, c'est la juge Turquet. Il faut lui rendre hommage parce qu'effectivement, il va avoir le flair de dire, après tout, il monte sa carte tricolore. On va enquêter, on va demander des analyses ADN. Il est démasqué, il se donne la mort, je l'ai raconté. Oui. La première à être abasourdie, Patricia Touranchot. Vous le racontez dans votre livre, Le Grêlé, le tueur était un flic. Elle est abasourdie. Totalement, mais totalement. Elle dit, j'ai vécu, alors je crois que c'était 36 ans, j'ai vécu 36 ans avec un homme que je ne connaissais pas. Un mari, insoupçonnable, totalement. Elle n'a jamais rien vu. Et c'est, si vous voulez, c'est dingue, parce qu'elle dit, le ciel m'est tombé sur la tête. Oui, c'est ça, elle le répète plusieurs fois. Elle le répète plusieurs fois, tellement elle est anéantie et abasourdie par cette nouvelle, quoi. Son mari était un tueur en série. Et elle, par exemple, sur les énervements, les coups de colère de François Vérove qu'il a pu avoir dans certaines circonstances, mais jamais elle ne se doutait. Elle dit, c'est quelqu'un de calme, de paisible, justement, qui fait toujours tout pour arrondir les angles. Elle ne le connaît pas. Et par exemple, elle dit de son mari, parce que interrogée par la juge Turquet et par la brigade criminelle, par exemple, sur le fait, est-ce qu'il fumait ? Parce que sur des scènes de crime, il y a des mégots de cigarettes. Eh ben, elle dit, mais je l'ai jamais vu fumer.
Je l'ai jamais vu avec une cigarette. Jamais vu avec une cigarette. Et dans le dernier chapitre, donc avec beaucoup de petits scoops et de nouveautés là, on va y venir. Que je sors. Non mais par exemple, à un moment donné, il a beaucoup de lombalgie, il a mal au dos. François Vérove, il fait du cheval donc à la garde républicaine, et le médecin lui a prescrit des séances de rééducation à la piscine, voilà, de natation. Et là encore, Madame Vérove tombe. Elle le sait pas? Tombe des nues. Mais non, elle le sait pas. Elle a jamais vu un slip de bain ou une serviette séchée chez elle. Elle l'ignore. Et il faut rajouter quelque chose, Patricia Tourangeau, parce que ça, vous en parlez aussi dans votre livre. Effectivement, cette duplicité du personnage, elle est totalement effrayante, parce que l'épouse ne sait rien, mais les amis, les voisins, les collègues, les gendarmes et les policiers, ils disent tous la même chose. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. Mais oui, j'ai interviewé un garde républicain du même régiment de cavalerie que François Vérove à la même époque, qui est né d'ailleurs en 62 pareil, et qui avait été soupçonné un temps parce qu'il avait lui aussi des problèmes de peau et que voilà, il faisait partie de la garde républicaine. Et Félix dit mais après je m'en suis voulu. Comment on n'a pas pu repérer, nous, quelque chose de suspect avec les chevaux, avec les femmes, Il dit, mais non, c'était quelqu'un de lisse, de terne, qui se mélangeait jamais à nous, qui était quand même assez solitaire, qui faisait jamais de fête ou de pot avec nous à la caserne. Mais de là à imaginer que ce type, un peu flemmard sur les bords, quand même, pouvait être un meurtrier, mais jamais de la vie. Et parmi les révélations dans votre livre, Le Grêlé, le tueur était un flic, alors il y a cette histoire qui est incroyable, c'est que l'épouse va dire mais non, mais c'est quelqu'un de très bien, et puis il se cachait pas, et il hésitait, il n'y avait pas de double vie, comme ça, en tout cas moi je savais pas. Il a même participé à une émission de télé. C'est quand même incroyable. Alors dans sa dernière audition c'est l'épouse, en février 2022, Madame Vérove raconte effectivement à la juge Turquet que son mari ne se cachait pas, et la preuve c'est qu'il avait participé à visage découvert et sous son nom à une émission de Nagui. Et récemment, disait-elle, mais Madame Vérove, elle se trompe souvent dans les dates. Et comme elle le disait en 2022, moi je me suis dit, j'ai fait rechercher. Et notamment pour une série, une adaptation de ce livre en série documentaire, j'ai fait rechercher dans les archives de l'INA toutes les émissions de Nagui en 2021 et en 2020. On n'a pas trouvé. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça signifie peut-être aussi que Madame Vérove se mélange les pinceaux comme d'habitude. Peut-être que François Vérove a candidaté à l'émission et qu'il n'a pas été retenu, par exemple. Un parcours secret, privé, caché et des pulsions anciennes qui remontent à l'enfance. Vendredi 1er octobre 2021, 4 jours après le suicide de François Vérove, la juge parisienne Nathalie Turquet entend longuement son épouse dans la maison familiale de la Grande Motte. L'épouse confirme qu'elle n'avait jamais noté de changement d'attitude chez son époux, y compris après le coup de fil des gendarmes pour prendre rendez-vous pour un test ADN. Selon elle, le week-end s'est déroulé de la façon la plus normale qui soit. Son mari a accepté l'invitation d'un couple d'amis pour la prochaine fête des Lumières à Lyon. Dans le parcours lisse de ce mari, l'épouse se souvient seulement d'un incident, fin 96, début 97. À l'époque, dit-elle, François avait été victime d'un burn-out. Il venait d'entrer en violent conflit avec son père pour une histoire d'héritage. Selon l'épouse, François lui avait parlé à plusieurs reprises des mauvaises relations qu'il entretenait depuis l'enfance avec ce père, chef de chantier au PTT. Après la mort de sa mère, ce dernier s'était remarié. François Vérove racontait qu'il s'était senti exclu dans ce nouveau ménage. Ses demi-sœurs avaient hérité de sa chambre et il se retrouvait contraint d'occuper un minuscule bureau. C'était quelque chose qu'apparemment il avait mal vécu. Il m'en parlait souvent, confie l'épouse à la juge. Le dossier médical de François Vérove mentionne ce passage à vide qui survient quelques années seulement après les derniers viols et meurtres répertoriés. Un temps hospitalisé pour son burn-out, l'ancien gendarme voit son état psychique se dégrader. Il était en souffrance, il s'est mis en arrêt pendant plusieurs mois, il était blanc, il tremblait. Il avait parfois de l'écume aux lèvres, témoigne un policier qui travaillait avec lui. 26 janvier 1998, il est victime d'une grave crise et doit être placé sous tertian, un puissant anxiolytique. Vérove est alors suivi par une psychiatre en région parisienne. Après 4 mois de traitement, il paraît guéri.
apte à reprendre son travail. Dans sa lettre posthume adressée à l'épouse, François Vérove fait allusion à cette période de psychothérapie. Cette guérison, cela a été une véritable délivrance, une véritable renaissance. Cela a cassé cet instinct de mort, car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment, écrit-il. Les policiers de la brigade criminelle qui pendant des années ont traqué le grêlé découvrent aussi un individu aux antipodes de ce qu'ils avaient imaginé. Un bon père de famille, un grand-père gâteau, un élu local très sociable. S'il n'y avait pas eu son ADN qui l'identifiait formellement, je crois que j'aurais été sceptique, indique au journal Marianne Bernard Pasqualini, ancien chef de groupe à la brigade criminelle, l'un des premiers policiers à avoir enquêté sur le grêlé. À l'époque, le criminel, patient pour repérer ses proies, essentiellement des petites filles, semblait très organisé, méthodique. En 1987, alors que son épouse est enceinte de leur premier enfant, il va prendre tous les risques, utilisant sa carte de gendarme, son arme de service et donnant son vrai prénom. Il tente d'abuser de Cyril, 13 ans, de Jennifer, 11 ans. Il va ensuite violer chez elle Marianne, 14 ans. Un de ses anciens collègues assure que Vérove avait un petit tatouage sur une main avec une inscription que portaient parfois les prisonniers, mort aux vaches. Et évidemment, dès lors que l'on sait ce qu'a fait François Vérove, qu'on examine son sinistre palmarès, le plus petit détail prend avec le recul une toute autre importance, beaucoup d'épaisseur. Mais qui est donc cet individu? S'est-il vraiment arrêté de violer et de tuer au milieu des années 90? Évidemment, les policiers vont s'interroger, on va en parler de ces années-là dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans cette émission Patricia Tourangeau, journaliste, spécialiste des dossiers de justice, de police, des affaires criminelles et puis auteur du livre Le grêlé, le tueur était un flic, en version poche et version augmentée, avec toute l'enquête qui a suivi le suicide de François Vérove. Et vous multipliez les révélations, Patricia Tourangeau. Il y a notamment ce burn-out. Ça, on a trouvé ça chez François Vérove. Alors l'épouse, elle va dire, elle se souvient plus très bien quand est-ce que c'était. Le fait est, c'est que là, il va, pendant ce burn-out, se confier, et notamment à une psychiatre, c'est ça? Oui, c'est majeur dans la vie de Vérove, ce burn-out, qui se situe en fait en 97, printemps 97. Donc déjà, le grêlé a sévi en 86, en 87, en 94, et puis sûrement au milieu en 91. François Vérove a quitté la garde républicaine, la gendarmerie, pour entrer dans la police nationale en 88, où il est devenu brigadier motard. Voilà, donc, et là, au printemps 97, ils ont emménagé avec Madame Vérove et leurs 2 enfants dans un pavillon à Longperrier, où il est le parfait voisin, en région parisienne, en Seine-et-Marne, et où il aide les voisins à faire le barbecue, à construire des murettes, à réparer des motos, etc. Voilà, le parfait voisin, comme d'habitude. Et là, au printemps 97, Vérove vrille totalement. Et déjà, il a des conflits avec ce père larvé, qui en fait veut à ce moment-là revendre la maison familiale. Il veut le déshériter, c'est ça? Il veut le déshériter parce que Vérove, il a perdu sa mère. Sa mère est morte quand il avait 10 ans. Voilà, d'une maladie d'ailleurs mystérieuse, totalement inconnue de lui. On ne sait pas si c'est une phlébite, si c'est une mauvaise grippe, si c'est un cancer. Déjà, c'est un point très mystérieux et qui le restera pour l'instant dans la vie de François Vérove. Et ensuite, ce père, qui travaillait dans la marine marchande, prend un travail plus fonctionnaire et à la poste, et à la faveur, il reprend en fait dans la maison de la mère. Enfin, ils s'installent ensemble, mais très rapidement, Roger Vérove fait venir une femme, se remarie avec elle, sans le dire au petit François. Enfin, il le met devant le fait accompli. Voilà, au retour d'une colonie, François Vérove apprend que papa s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune, qui a 2 petites demi-sœurs qui ont pris sa chambre parce qu'il n'y avait pas de place, et lui est relégué dans un réduit, une espèce de bureau sans fenêtre, etc. Ce qui sera majeur, je pense, pour la suite. Et en fait, au printemps 97, tout ça ressort. Et donc, il se heurte à un chef de service qui lui refuse un week-end, Vérove. Vérove lui casse la gueule. Vous le racontez, ça, il lui casse la gueule, ouais. Oui, il lui donne des coups de poing et il menace de le buter.
en fait. C'est ça. Donc ça va quand même très très loin. Donc le supérieur hiérarchique ouvre un dossier, une enquête pour violence sur sa personne et pour menace de mort. Et à ce moment-là, Vérov est désarmé et relégué chez lui. Il n'est pas en service et il devra consulter. Il doit consulter un psychiatre. Un psychiatre, voilà, c'est obligé. Et en fait, il n'attend pas ça, Vérov. Il fait 5 jours après, alors que sa femme est partie avec les enfants en vacances à la Baule, il est tout seul chez lui, il est hors service, il rumine, et en fait, là, il veut se suicider. Ouais. Et il commence à le faire, et il est dans un état de crise. Et au dernier moment, en fait, il sort de chez lui et il se précipite chez le voisin, Richard. Et il dit à ce voisin, heureusement que tu es chez toi, parce que là, je voulais me flinguer, je voulais en finir, je voulais me suicider. Et en fait, dans un premier temps, il est blême, les mâchoires serrées, livide, et il s'exprime plutôt de façon calme et posée, d'après le voisin. Et tout à coup, il switch totalement et il part dans un délire de violence, il écume de rage et il veut bastonner le voisin qui est obligé de le ceinturer, de le maîtriser. Et le voisin dit, mais je l'entendais crier, hurler, j'ai eu devant moi une autre personne. Oui, un dément. Une crise vraiment de démence. Une crise de démence. Et donc, il va aller voir la psychiatre. Hein, oui, mais d'abord, il effectivement, dit des choses importantes à ce voisin. Et le voisin, il est en état de démence, mais là, voilà. Au voisin, il va lui raconter des choses incroyable. Incroyable. En fait, il se livre un peu. C'est-à-dire que ce voisin le ceinture sur le canapé, finit par l'apaiser, Vérov, et lui dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as pété les plombs, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as voulu te suicider ? Et là, François Vérov commence à lui dire, bon, d'abord, il y a ce supérieur qui me fait chier, etc. Puis, il y a d'autres choses derrière. Il y a des choses que j'ai vues en intervention, soi-disant, comme cette petite fille sur le bas-côté d'une route, petite fille de 11 ans, mutilée, avec les tétons arrachés, le clitoris abîmé. Une image épouvantable. Épouvantable. Et ensuite, il lui dit, et puis, il y a aussi un couple d'adultes torturés et brûlés à la cigarette. Et là, si vous voulez, il y a 2 solutions. Ce couple d'adultes a véritablement été torturé, brûlé à la cigarette par le grêlé en 1987 dans un appartement du Marais à Paris. La jeune fille Irmgard Müller, qui a 20 ans, qui était une jeune fille au pair allemande, avait été retrouvée complètement étranglée, crucifiée au montant d'un lit superposé. Le monsieur, son patron en fait à elle, Gilles Politi, 38 ans, il avait été lui retrouvé ligoté dans tous les sens et tous les liens qui ont serré son cou, garrotté autour du cou avec un espèce de tisonnier. Et en fait, s'il bougeait, ça l'étranglait. C'était le garrot espagnol. Donc, si vous voulez, dans les images que Vérov donne, en fait, soi-disant des choses vues en intervention à son voisin, il y a une véritable scène de crime. Et puis, cette petite fille mutilée, on ne sait pas si elle existait ou pas. En tout cas, là, rattrapée par les spectres de ces crimes, Vérov s'effondre totalement. Ce sont des flashs. Ce sont des flashs. Les psychiatres diraient comme ça. Aujourd'hui, on l'analyse comme ça, mais... Oui, alors il peut y avoir un fantasme aussi, un mélange sur la petite fille mutilée. On ne sait pas. Et on saura peut-être mais la brigade criminelle et la juge essayent de retrouver cette petite fille mutilée éventuellement. Ils ont travaillé là-dessus et ils continuent effectivement. Ils continuent à travailler là-dessus. Et donc après, si vous voulez, il est envoyé à l'hôpital aux urgences, François Vérov, et c'est là où, en fait, très rapidement, il va être obligé d'être suivi au centre médico-psychologique de Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, pas loin de son domicile. Et là, à la psychiatre, il va révéler des choses vraiment cachées de son enfance, et un truc majeur, qui est un viol par son père à l'âge de 10 ans. Juste après le décès de sa mère, Vérov dit qu'il a été violé par son père, et qu'ensuite son père l'a coupé de tout lien avec sa grand-mère
maternelle, sa famille maternelle, et que ça, il lui a pardonné trop vite. Et qu'aujourd'hui, ça ressort et qu'il en veut à son père, et qu'il veut buter son père, et qu'il veut lui faire subir pire que ce qu'il a subi lui. Voilà. Et tout ça est consigné dans un rapport médical, si vous voulez. Il y a 6 rapports médicaux qui ont été analysés par un expert légiste désigné par la juge Turquet, qui s'appelle Markeigne, et qui analyse tous ces rapports-là. Dans son ordinateur, des années après ses actes, la recherche de photos de très jeunes filles. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. C'était le policier banal, dans le sens où il avait aucun signe particulier, sinon sa bonne humeur, bien noté, apprécié dans son service, pour son professionnalisme. Donc on va dire ce qu'on retient souvent, un homme sans histoire. En tout cas, c'est l'image qu'il nous donnait. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'enquête consacrée au grêlé François Vérove. Les investigations conduites après son suicide montrent un personnage tourmenté derrière le visage du bon père de famille, toujours habité par ses fantasmes et peut-être ses pulsions. Après le suicide de François Vérove, le 29 septembre 2021, les enquêteurs perquisitionnent sa maison du quartier des Goélands à la Grande Motte. Dans le garage, ils ont ainsi mis la main sur un CD-ROM sur lequel le père de famille avait gravé en 2008 47 vidéos pornographiques mettant en scène de très jeunes filles. Du matériel clairement pédopornographique selon les policiers. Sur son ordinateur portable, on retrouve trace de 123 photos du même genre et 6 vidéos. Il les aurait classées dans des fichiers qui appartiendraient à son épouse, mais celle-ci n'utilisait jamais cet ordinateur que son mari avait verrouillé avec des codes secrets. Les experts notent que François Vérove a multiplié les recherches relatives à des viols d'enfants et à des rapports mettant en scène des adultes et des mineurs. On peut en déduire que François Vérove avait toujours des pulsions pédophiles et que son intérêt pour les enfants n'était pas éteint, note la juge Turquet. Dans ses lettres posthumes, François Vérove indique en avoir terminé avec les crimes en 1997 alors que son dernier acte recensé date de 1994. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 années ? S'il dit la vérité dans ce courrier, alors des affaires nous ont échappé. Il est possible qu'il ait commis des agressions sans que les victimes n'aient déposé plainte, commente l'ancien policier de la crime, Bernard Pasqualini. Et dans cette heure du crime, on retrouve notre invité, Patricia Touranchot, journaliste, spécialiste des affaires criminelles, réalisatrice et auteure du livre « Le grêlé, le tueur était un flic ». Alors vous connaissez peut-être ce livre déjà, « Le grêlé et le tueur était un flic », sauf que là, c'est l'édition actualisée et augmentée parce qu'il y a toute l'enquête qui a suivi le suicide de François Vérove. Et finalement, cette double enquête, cette enquête qui suit, elle est peut-être bien plus riche que la première sur le personnage. On apprend, il y a une foule de révélations dans cet ouvrage. Patricia Touranchot, notamment parmi les révélations que vous apportez dans ce livre, il y a cette histoire des CD-ROM. Il est... alors là, c'est très effrayant, parce qu'on se dit, François Vérove, il a décroché finalement de son métier de criminel. Il a été soigné, il va dire, j'ai été soigné, il y a une espèce de rédemption. Mais on retrouve un homme qui continue à consulter de la documentation pédopornographique. Oui, énormément, énormément. Et moi, j'étais effarée de découvrir ça, justement. Il avait planqué dans des ordinateurs, dans des fichiers vraiment au nom de sa femme, d'ailleurs, toutes ces images pédopornographiques. Mais en discutant avec des experts psychiatres, ils me disent que quand même, moi, j'en déduis que ce tueur et violeur en série était resté un gros dégueulasse avec les enfants. Mais les experts m'expliquent que, évidemment, peut-être que ses pulsions s'étaient calmées, mais sûrement qu'il avait quand même besoin de fantasmer, de continuer à fantasmer sur des on une excitation sexuelle, hein. Oui, il a besoin de ce matériel, il faut parler clairement. Ouais, Mais on ne sait pas d'ailleurs s'il y a eu un passage à l'acte, et ça reste encore mystérieux. L'enquête continue, il faut bien le dire. Parce qu'au milieu de ces images, Patricia Touranchot, et ça, vous l'écrivez dans votre livre, vous consacrez plusieurs lignes à cette histoire. Il y a une photo qui intrigue beaucoup les policiers, parce qu'ils vont trouver effectivement des photos de très jeunes filles avec des ébats sexuels avec des messieurs, mais
il y a une photo qui appartient pas à une série retrouvée sur Internet. On a l'impression que c'est peut-être lui qui l'a prise, cette photo. Ouais, c'est une jeune fille, hein, c'est ça? Ça, on ne sait pas, ouais. Une petite fille, une jeune fille nue qui apparaît sur un des clichés qui, visiblement, n'est pas puisé sur les sites spécialisés pédopornographiques. Et donc, ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui a fait ces photos? Parce que on ne sait pas encore tout. Et même si j'ai découvert pas mal de choses... Il y a beaucoup de choses, quand même, hein, qu'on commence à... Oui, mais par exemple, il apparaît que les appareils photos, par exemple sur une scène de crime, celle dont on a parlé du couple dans le Marais, le grêlé avait volé 2 beaux appareils photos. Okay. Ailleurs, chez Marianne, qu'il avait violé en 87, il avait piqué un caméscope. Et il apparaît à travers l'audition, notamment de Madame Vérove, la dernière audition, que Vérove a gardé ce matériel pour lui. Il a ramené le caméscope chez lui. Il a pris des vidéos de ses enfants. Il s'est servi de l'appareil photo. Avec ce caméscope. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a peut-être encore chez lui des vidéos qu'il a fait lui-même de ces scènes de crime ou des photos qu'il a fait de victimes, comme cette petite fille dont la photo apparaît, ou comme 2 fillettes en 91 qui avaient été violées à Nanterre dans un immeuble. Et le type avait pris des photos et emmené les photos. En tout cas, ce qui apparaît sûr et certain, c'est que Vérove, après 97, peut-être a-t-il pris sa retraite de tueur en série. À ce jour, et à ma connaissance en tout cas, il n'a pas été découvert de crimes majeurs, de crimes de sang, après 97. Voilà, entre 94 et 97, ça c'est une autre histoire. Les policiers ont cherché. Ils cherchent. Ils continuent à chercher. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de victimes qui apparaissent, de victimes de viol ou d'agressions sexuelles. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont manifestées, dont des avocates d'ailleurs, dont une petite fille de l'époque, qui a probablement été violée dans le 13e par François Vérove en 1986, qui porte plainte. Voilà. Et ces plaintes sont instruites. Après, qu'est-ce qui va être prouvé, qu'est-ce qui va être prescrit ou pas? Les crimes ne seront pas prescrits, mais les agressions sexuelles, elles sont prescrites. Et par exemple, un Cyril avec lequel je suis en contact, qui est le gamin de la boum, un gamin de 14 ans, qui organisait une boum le 1er avril 87 chez lui, et la boum a été perturbée par Vérove, qui s'est présenté comme un policier, mais qui a exhibé une carte de gendarmerie et qui a fait la police dans la boum et qui à la fin a fini, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par agresser Cyril et violer Jennifer. Une agression sexuelle, celle de Cyril, il peut pas porter plainte, de toute façon c'est prescrit. Vérove avait parfois raconté ses crimes qui l'auraient traumatisé alors qu'il était gendarme ou peut-être policier. Jeudi 17 février 2022, 5 mois après le suicide, la juge parisienne Nathalie Turquet entend à nouveau l'épouse de François Vérove. Elle confirme qu'elle ignorait tout des perversions de son mari et de ses crimes. Elle ne voyait pas les dérives de cet époux qui avait hermétiquement cloisonné sa vie et lui apparaît désormais comme un étranger. La juge apprend ainsi à l'épouse qu'en 1986, son mari gendarme avait été puni de 10 jours d'arrêt pour avoir été surpris au bois de Boulogne en uniforme et avec son arme de service en compagnie d'un travesti. L'épouse ignorait encore un grave incident en 1997 au cours duquel Vérove avait frappé son supérieur et menacé de le tuer. S'énerver, ce n'est pas son genre. Au contraire, il avait plutôt tendance à apaiser les choses, dit l'épouse à la juge. Hospitalisé pour son burn-out, à bout nerveusement, François Vérove avait confié à un voisin qu'il ne supportait plus certaines scènes qu'il avait vues en intervention. Et dans cette heure du crime, on retrouve notre invitée Patricia Touranchot, journaliste, spécialiste des affaires criminelles et auteur du livre Le Grêlé, le tueur était un flic, édition augmentée de cet ouvrage qui paraît aux éditions Point Seuil, avec toute l'enquête qui suit le suicide du Grêlé. Et c'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur cet homme et on comprend mieux les mécanismes de ce criminel qui était sujet à des pulsions, à des énervements, même des crises de démence. Vous nous avez raconté déjà ça, Patricia Touranchot, dans ce
début de l'heure du crime. Il y a autre chose aussi, Patricia Tourangeau, qui est très très frappant lorsqu'on lit votre ouvrage, c'est que cet homme, c'est une espèce d'archiviste du crime. Incroyable. Alors, il a des trophées, mais ça, les tueurs en série ont des trophées, hein, notamment les appareils photo, etc. Mais il écrit. Il écrit, il garde. En fait, c'est l'expertise informatique de l'un de ses ordinateurs qui révèle un dossier intitulé Bloch. Voilà, Bloch, RTR. Bloch, c'est le nom de sa première petite victime, Cécile Bloch, 11 ans, tuée le 5 mai 86, on l'a dit tout à l'heure. Mais dans ce dossier-là, en fait, il a plein de documents, alors, qui portent ses alias, c'est-à-dire le grêlé, et un autre de ses pseudos qu'il avait donné à une victime, qui est Élie Loringe. Ah oui, c'est ça, le fameux que Élie Loringe. les policiers de la brigade criminelle ont pisté ce Élie Loringe, et ils pensaient... Ils ont cherché partout. Partout, et c'était un faux nom qui n'existait nulle part dans les fichiers de la Sécu, les fichiers d'état civil, rien. Ça n'existait pas, Élie Loringe. En tout cas, Vérov, là, il a donc des documents qui portent, l'un est marqué le grêlé, l'autre Élie Loringe, ou les noms de ses victimes. Il a un dossier Sarah. Sarah, c'est la première victime en 86. Elle avait 8 ans, elle a été laissée pour morte et violée dans un sous-sol du 13e arrondissement. Elle a réchappé, elle, hein, oui, elle en a réchappé, tueur, hein. Sarah, ouais, un mois avant Cécile Bloch. Il avait un dossier, donc Gilles Politi et Irmgard Müller, qui sont les deux victimes. C'est le couple là du Marais, assassiné et torturé. Il avait Marianne, donc Marianne, adolescente de 14 ans, violée chez elle en 87, et chez laquelle il avait volé énormément de choses aussi. Il a aussi un dossier marqué Ingrid. Ingrid, elle a été enlevée en Seine-et-Marne en 94, elle avait 11 ans, et elle a été emmenée à l'autre bout dans l'Essonne, dans une ferme abandonnée, où il l'a séquestrée et violée. Et c'est son dernier crime connu, avéré, en tout cas de la brigade criminelle. Il avait aussi un dossier Karine Leroy, qui est un mystère. C'est la famille est défendue par maître Corinne Herman, et c'est une victime en Seine-et-Marne, une lycéenne tuée à peu près au même moment que Ingrid, en juin 94. Et les recherches sur Internet aussi de François Vérov portaient sur Cécile Bloch et Irmgard Müller. Alors, est-ce que Vérov se renseignait sur les avancées des investigations? C'est possible, c'est possible. À son enfance, c'est possible. Ou est-ce qu'il archivait, je sais pas, secrètement ses exploits, entre guillemets, pour s'en délecter? On ne sait pas. Mais le fait est qu'il y a ce côté archiviste et de trophée, finalement, hein, que ça, c'est le propre, parfois, des tueurs en série. Oui. Ça, c'est très important. Et il allait peut-être sur les sites aussi, les sites d'internautes, détectives privés, si vous voulez, qui enquêtaient sur le grêlé. C'est eux le soupçonnent. Hein. Il y a eu beaucoup d'enquêteurs privés qui ont travaillé sur le grêlé. Et ils venaient voir ce qui se passait. Mais c'est possible. Ou alors c'est tout simplement le flic, le gendarme, le flic qui consigne, comme dans des rapports, ce qu'il a fait autrefois. Je pense pas. Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Encore un petit mot, Patricia Tourangeau. La juge Turquet, elle va dire, et c'est écrit d'ailleurs dans votre livre, elle va dire, on a la preuve qu'il était toujours soumis à ses pulsions. Elle va le dire, ça, hein. Après, notamment les consultations de photos pédopornographiques. Elle dit à des pulsions pédophiles. Mais il était évidemment, jusqu'au bout, c'est la preuve, hein, de toute façon, attiré par les enfants de manière extrêmement malsaine. Tout à fait. Mais c'est différent de regarder des images pédopornographiques. Il y a des tas, malheureusement, d'hommes qui le font. Et c'est autre chose de passer à l'acte. Et ça ne veut pas dire qu'il est passé à l'acte. Investigation sur un tueur mort pour ne laisser plus aucune place au doute. Ces 2 dernières années, la juge Nathalie Turquet et les policiers ont constitué un épais dossier sur la trajectoire du grêlé, les crimes sexuels non élucidés dans la région de Montpellier, où il vivait, ont été réexaminés. L'ancien policier de la crime Bernard Pasqualini a eu une pensée pour les victimes du grêlé, et notamment la petite Cécile Bloch quand le meurtrier s'est suicidé. Avec mes collègues, on s'est parlé, on partage le même soulagement et la même frustration qu'il se soit donné la mort, dit le policier. C'est un mec qui avait l'air d'être normal, comme tout le monde en fait.
J'ai eu beaucoup de chance d'être calme. Je pense que de lui avoir posé des questions, tout ça, je pense que ça m'a sauvé la vie en fait. Marie, rescapée du grêlé en 2003 et qui s'exprimait sur BFM. On retrouve dans cette émission Patricia Tourangeau, journaliste spécialiste des affaires criminelles, réalisatrice et auteure de ce livre dont on parle depuis 1 heure dans l'heure du crime. C'est Le Grêlé, le tueur était un flic, une édition augmentée qui paraît aux éditions Point Seuil. Je vous conseille vivement cette lecture parce que vous saurez tout ou presque tout de François Vérove alias Le Grêlé depuis son suicide, parce que c'est toute l'enquête qui a été menée après la mort de ce personnage, et on est stupéfait de ce qu'on apprend d'ailleurs sur cette espèce de folie qui entourait ce personnage dont personne n'avait analysé ou n'avait vu la dangerosité. Patricia Tourangeau, cette enquête post-suicide, je dis bien, là on est après évidemment la mort de François Vérove, elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours, mais il y a une date butoir parce que, étant donné que François Vérove s'est suicidé, il y a extinction normalement des poursuites judiciaires à son encontre. L'action publique est éteinte. L'action publique est éteinte. Mais là, l'ampleur, si vous voulez, la juge Turquet a le droit de rechercher d'éventuels complices, ce qui pour l'instant n'est pas du tout avéré, et puis quand même d'explorer le parcours et de chercher les autres victimes de ce tueur en série jusqu'à... Normalement, elle devrait clore son dossier d'instruction par un non-lieu en l'automne 2024. D'accord. Voilà. Ça arrive, mais enfin, il y aura eu un peu de temps. Ouais. Et en fait, comment dire, les familles les survivants, les survivantes attendent d'avoir effectivement un panorama de l'ensemble du parcours criminel. C'est important pour les familles, hein, il faut le dire, Patricia. Mais bien sûr, c'est important. Et là, quand tout à l'heure, voilà, des policiers sont soulagés et en même temps frustrés qu'ils se soient donné la mort, il y a quelques victimes qui sont folles de rage, et notamment le frère de Cécile Bloch, qu'il se soit donné la mort et qu'il ait ainsi lâchement échappé à son procès d'assises. Parce que des victimes auraient aimé la voir en face, François Vérove, et lui demander pourquoi tu m'as choisi moi, petite fille de 8 ans, est-ce que c'est à cause de ma robe, est-ce que tu m'avais repéré avant? Le frère de Cécile Bloch aurait aimé savoir si Vérove avait repéré Cécile Bloch avant pour préparer les lieux comme il l'a fait, etc. Il y a plein de questions qu'elles ont envie de poser, et donc bon, là, normalement, la fin de l'instruction devrait leur apporter un petit peu de réponse, notamment sur le parcours personnel, psychique de François Vérove. Et moi, j'ai une petite frustration quand même. Pourquoi dans ce dossier, on a une expertise médicale globale de 6 rapports médicaux de Vérove, dont pour des chutes de cheval, des chutes de moto, etc. Et donc, ce fameux rapport du suivi psychiatrique de Vérove entre juin 97 et le 6 décembre 98. C'est le seul qui a été fait. Qui est vraiment passionnant. Mais j'aurais aimé qu'un expert psychiatre se penche à la demande de la magistrate sur ces sur éléments. Sur le dossier, c'est ça? Oui, ça se fait, hein. Ça existe, les expertises psy sur dossier. Et là, il n'y a pas. C'est l'expertise d'un légiste qui prend globalement les rapports médicaux, mais purement de blessures, comme les rapports psychiatriques. Et je crois que vous avez demandé, vous, à un psychiatre, et ô combien renommé, c'est Daniel Zaguri, il faut le nommer. Qui est expert des tueurs en série. Voilà, qui a accepté, lui, de se pencher. Exactement. Et pour le chapitre de ce livre, et pour son adaptation en une série documentaire pour France 2 qui s'appelle Insoupçonnable. Et donc, Daniel Zaguri a apporté quelques réponses à sa manière. Mais il est quand même un grand expert. Mais c'est pas une expertise officielle, comme il aurait été bon, je trouve, Mais vous attendiez ça, oui, effectivement, on se penche sur ce dossier. Alors, parce que quand même, si vous voulez, on comprend dans le parcours de ce type quand même beaucoup de choses. Enfin, ça mérite d'être analysé par d'autres gens que nous, quoi. C'est Zaguri qui va dire, j'ai lu, vous reportez ses propos. Bien, bravo. Ses propos dans votre livre. Ah oui, j'ai tout lu, il n'y a pas de souci. Zaguri, il dit, c'est quand même rare, parce qu'il en a vu, Zaguri, défiler des criminels. Il en a analysé beaucoup, on l'a reçu dans cette heure du crime, etc. C'est un expert éminent et reconnu. Il va dire, je suis
frappé et je suis étonné. C'est rare d'être à ce point Dr Jekyll et Mr Hyde. Exactement, exactement. Il n'a jamais vu ça. L'expert Zaguri dit que jamais de sa carrière, il n'a vu ça en France et qu'il pensait même qu'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'existaient des serial killers aussi clivés, dédoublés, cloisonnés que ce François Vérove. Mais c'est ça. C'est incroyable. Et aussi, si vous voulez, en France, on a pas mal de tueurs en série qui sont des marginaux à la base. Et ce n'est pas le cas, justement. Il dénote dans le paysage, Vérove. Complètement. Parce que lui, complètement. voilà, il travaille dans la sécurité. Il représente la loi. Il représente la loi, il incarne la loi. Qu'il prend plaisir à transgresser en montrant en plus sa carte de police. Il se revendique lors de viols ou d'agressions comme un flic. La loi, c'est moi, il dit. C'est la loi, c'est moi. Ouais. Et il se sent au-dessus des lois et c'est le mec tout puissant quand il est en chasse et en action, quoi. Alors, juste 2 petites questions encore. Alors, d'autres crimes oubliés, ça on ne sait pas. Hein. Peut-être, on verra. On verra. C'est les policiers qui vont enquêter et qui continuent d'ailleurs. Hein. Ils continuent, bien sûr. Ils vérifient. Vous avez révélé beaucoup de choses, Patricia Tourangeau, sur l'état psychiatrique, l'état psychique de cet homme, et puis ce parcours qui l'emmène peut-être à ces crimes, même si c'est très compliqué de dire très exactement. On l'a plus en face de nous, François Vérove. Et hélas, il a fui lâchement, il s'est suicidé lâchement, vous l'avez dit, pour échapper à son procès. Il ne voulait pas aller à son procès, ce qui est terrifiant pour les familles de victimes, et on pense à elles aujourd'hui dans cette affaire. Est-ce qu'on peut apprendre encore d'autres choses sur le grêlé ? Ah oui, mais oui, moi je pense qu'on peut apprendre beaucoup d'autres choses sur le grêlé, parce que là on est frustré, il manque trop de choses. Et moi je suis persuadée que dans ces périodes-là, d'abord j'apprends dans une audition de Madame Vérove que les agressions ont commencé en 85, au moment de son mariage et de son voyage de noces aux Baléares avec Madame Vérove. Et donc, moi, j'aimerais savoir, là, entre 85 et 86, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, entre 87 et 94, Ingrid et peut-être Karine Leroy, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, entre 94 et 97, où lui-même dit qu'il s'est arrêté, il manque beaucoup de choses. Il manque encore beaucoup de choses dans ce parcours, et effectivement, on verra si les policiers arrivent à assembler toutes les pièces du puzzle François Vérove. Merci beaucoup Patricia Tourangeau d'avoir été aujourd'hui l'invitée de l'heure du crime. Je rappelle votre ouvrage, Le Grêlé, le tueur était un flic, qui paraît aux éditions Point Seuil, avec toute cette post-enquête après le suicide de François Vérove. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Nicolas Godet.